Il est 20h30, temps universel, même heure en Zéro-Corée, Cancan, Labé, Kindia, le point complet de l'actualité. Voici les titres. Qualification des agents de l'État, le gouvernement ne lésine pas sur les moyens. À Cancan, 200 cadres intérimaires de la Haute-Guinée viennent d'être certifiés. C'est le couronnement de 6 semaines de travaux présidés par le Premier ministre, chef du gouvernement. Secteur du numérique, Ensuitaine encourage l'éclosion des talents. Un concours Grand Prix est organisé. Cette première édition récompense les projets et les start-up qui proposent des solutions à travers les NTIC. Quelques heures nous séparent de la remise du Ballon d'Or africain, la plus grande récompense sportive individuelle sur le continent. Parmi les 5 prétendants, le 9 Guinéen Serhou Guirassy, potentiel favori, en témoigne ses performances. C'est tout pour les titres. Autrefois, le Célescore, désormais la Cité des Sciences et de l'Innovation, le complexe reçoit la visite de Djiba Diakité, ministre directeur des cabinets de la présidence, en même temps président du comité stratégique chargé du suivi du projet Simandou et de l'élaboration du programme Simandou 2040. La visite s'inscrit dans le cadre du suivi des travaux de rénovation de ce sanctuaire de la recherche scientifique. Oumar Bari. Le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique en charge de suivi du projet Simandou et de l'élaboration du programme Simandou 2040, a effectué une visite ce samedi 14 décembre au chantier de la Cité des Sciences et de l'Innovation de Guinée, ex-Célescore, situé à Taouya. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des travaux de rénovation de ce centre scientifique stratégique dont le lancement a été fait en juillet dernier sous la direction éclairée du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Les travaux de rénovation de la CECIG s'inscrivent pleinement dans la vision ambitieuse du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et notamment dans le cadre de Simandou 2040. Ce programme hautement stratégique qui vise à placer l'éducation, la culture et l'innovation scientifique au cœur du développement national, se décline dans son deuxième pilier sous la forme du volet Simandou Academy. L'ambition est de transformer la Guinée en un hub d'excellence pour la recherche et l'innovation à la hauteur des enjeux de développement durable et de souveraineté technologique du pays. Autrefois en état de quasi-abandon, la CECIG bénéficie aujourd'hui d'une dynamique de revitalisation exceptionnelle. Grâce à l'impulsion du chef de l'État, ce centre retrouve progressivement une image rayonnante, grâce notamment à des investissements substantiels dans les infrastructures et les équipements. Une fois achevée, cette réhabilitation permettra au pays de disposer d'un environnement scientifique et technologique capable de jouer un rôle clé dans des domaines stratégiques tels que la recherche marine, la gestion des ressources côtières, l'agriculture et l'exploitation minière, entre autres. Les experts de la Cité des Sciences et de l'Innovation de Guinée auront ainsi la possibilité de mener des recherches de pointe, notamment en matière de simulation technologique pour la maîtrise de l'environnement marin et côtier. Cette capacité d'innovation permettra de renforcer l'exploitation des ressources naturelles de la Guinée, notamment en identifiant de nouveaux minerais critiques pour le développement du pays, tout en contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable. Le projet vise également à doter la Guinée d'une véritable souveraineté scientifique et technologique en offrant au pays un leadership régional dans le domaine de la recherche. Cette cité est un atout stratégique pour la Guinée, a souligné le professeur Abdoulaye Baniré Diallo, coordinateur général du projet. On a un programme d'intelligence appliquée, intelligence artificielle appliquée, qui est important, pour générer toutes les données. L'exemple, il y a 3 jours, j'étais à Boussoura, au Centre national halieutique. Ils ont collecté plusieurs données sur les poissons, leur prix, là où ils sont situés géographiquement et tout. Mais il n'y a pas d'expertise majeure pour intégrer ces données-là. Au niveau des technologies dont on a besoin pour accompagner tous les pans du développement. Et pas seulement de créer des technologies, mais de former les ressources humaines, d'abord au niveau des décideurs, pour qu'ils comprennent ce qui s'en vient, de former les chercheurs, de former
et eux d'amener la formation vers les techniciens, les technologues, et ainsi de suite, et d'avoir un mapping réel de comment la force vive guinéenne doit se structurer autour d'un écosystème technologique et d'innovation pour répondre aux objectifs que s'est fixé Simandou Academy. Et je pense que l'environnement ici permet de le faire parce que l'expertise des technologies seront là et la mobilité avec l'international aussi permet d'amener d'autres expertises qui sont encadrées dans ce détour-ci pour donner au fait les réponses à ces questions. Sans oublier que lorsqu'on collecte toutes ces données, elles vont servir à pouvoir prendre des décisions basées sur des données probantes à long terme. Le ministre directeur de cabinet de la présidence, après avoir présenté le programme Simandou, a rappelé conformément à la vision du chef de l'État que l'éducation et la culture constituent les fondements de notre souveraineté. Il est essentiel de continuer à promouvoir le mérite et la culture de l'excellence afin de relever les défis du développement socio-économique de la Guinée et faire face aux enjeux stratégiques de la mondialisation. À cet égard, Simandou Academy, l'un des volets clés du programme Simandou 2040, nous offre une opportunité unique de construire ensemble un avenir prometteur. Ensemble, nous devons poursuivre les efforts pour former une génération engagée, capable de créer un impact positif sur notre pays et au-delà. Investissons dans notre savoir, cultivons notre créativité et préparons-nous à devenir les acteurs du changement que notre nation attend. A lancé le président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité. Comment l'écosystème, en tout cas très smart, qui est en train d'être construit ici, va s'intégrer pour la stratégie de la mise en œuvre de ces écoles d'excellence. Nous avons fait depuis cette année, à partir du collège, les réflexions sont en train d'être mises en place pour le lycée d'excellence, et puis l'université, ça a commencé déjà, etc. Maintenant, ça ramène quand même un gros changement de paradigme, même dans notre éducation de base, parce que l'éducation guinéenne, à la base, c'est d'abord on forme tout le monde au même niveau. Je pense que c'est comment aujourd'hui revoir notre mécanisme de formation, les professeurs en classe. En général, on regarde le dernier de la classe, il faut dépenser beaucoup d'énergie. Celui qui comprend mieux, lui, il n'a pas de problème. En fait, celui qui comprend mieux, comment créer des écoles pour lui, pour qu'il donne encore plus que ce qu'il délivre aujourd'hui. Je pense que certainement, sur ce sujet, si je n'ai pas loupé les choses, il y a peut-être matière à travailler pour que nous puissions voir ce projet puisse être éligible en fait au programme Simandou 2040, parce que nous avons les piliers, éducation, culture, nous avons le composant Simandou Academy, mais après nous avons des sous-composants et des delivery units, ensuite les projets qui nous travaillons dessus. Et après ce pilier, vous l'aurez compris, on s'occupe du vent des gens, mais on s'occupe de leur mode d'habitation, de leur mode de transport, la technologie, j'en parlais, et puis on s'occupe de leur poche avec l'économie, finance et les assurances. Et un dernier point, qui est le 5e pilier de ce programme, c'est plutôt la santé et le bien-être, qui pour nous sont en réalité les vrais leviers de développement. Donc, ce que je veux qu'on retienne, c'est que notre pays est actuellement dans une période cruciale de son histoire. Nous avons des objectifs clés qui sont définis par le chef de l'État, social pour rétablir et continuer à consolider le vivre ensemble en Guinée, économique pour amorcer un processus de développement durable et politique pour construire des institutions fortes et faire de la justice la boussole qui guidera tous nos concitoyens. Chaque Guinéen aura son bilan à tirer par rapport à ces objectifs-là. Je pense que c'est le sens des responsabilités collégiales que nous avons et de pouvoir accompagner cette dynamique parce que le momentum est bon. Nous avons des projets stratégiques clés qui sont là comme Simandou et comment on rattrape ce train pour qu'on puisse amorcer ce processus de développement durable. Le programme Simandou 2040, nous avons dit un programme durable et responsable. Pour leur part, le ministre Alpha Bakar Bari et le coordinateur général du projet, professeur Abdoulaye Banire Diallo, ont indiqué que les travaux de réhabilitation progressent bien
et que la première phase de la réhabilitation de la CECIG sera livrée au plus tard en janvier 2024. Cette première phase comprendra notamment la mise en place des infrastructures de base et des équipements essentiels à la relance des activités de recherche. Depuis 6 mois, on a abandonné les costumes et les bureaux pour venir sur le terrain parce que la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée est une initiative du président de la République qui est une réponse en fait guinéenne à la problématique de la science et de l'innovation liée aux problématiques guinéennes, orientée donc vers le développement de la République de Guinée. Nous ambitionnons de faire d'ici un centre, un guichet unique sur les questions d'innovation de sciences liées aux sciences de l'environnement, mais orienté aussi vers d'autres secteurs qui sont importants pour le développement socio-économique de la République de Guinée. Et donc, comme vous l'avez vu, le chantier avance très bien et le président du comité stratégique est venu donc constater l'avancée des travaux, mais aussi surtout ce qui est important, voir avec nous comment connecter les résultats des activités et des travaux de cette cité à l'ambitieux programme Simandou 2040. Donc nous sommes dans la logique de l'excellence, nous sommes dans la logique de tirer la Guinée vers le haut et de surtout repositionner le pays au niveau régional et international sur les questions d'excellence dans l'éducation. Nous existons par l'excellence dans l'éducation depuis 1958 parce que les Guinéens ont enseigné un peu partout et c'est le moment pour nous aussi de nous recentrer sur le système éducatif guinéen, de ramener des Guinéens aussi qui sont compétents et qui viennent d'ailleurs et de travailler avec des Guinéens compétents qui se sont sacrifiés, qui sont ici depuis des années pour qu'on puisse créer une histoire de la science et de l'innovation made in Guinée. Tout ce qui est fait ici, c'est de créer un environnement qui permettrait de catalyser la recherche et l'innovation en République de Guinée, en créant une excellence au niveau tant académique, scientifique, mais aussi au niveau des expertises en termes de technologie, qui vont permettre au fait d'accompagner tous les pans du développement dans le processus de Simandou Academy au niveau de l'intéressement au niveau des sciences, des technologies, de la découverte et de l'ambition de devenir excellent en matière de mathématiques, technologie, des différents composants de notre société. Ce n'est pas nous qui le disons, des experts qui viennent visiter ce site d'un peu partout nous montrent que ce projet pris par le président de la République est un projet qui est visionnaire dans le sens qu'il permet dans un écosystème de ramener du talent, de créer de la valeur et d'accompagner dans l'intéressement au niveau de l'industrie, donc de créer de nouvelles filières technologiques dans un seul environnement qui est attractif. Donc du coup, des pays voisins déjà commencent à regarder qu'est-ce que nous sommes en train de faire au niveau de la Cité des sciences et de l'innovation. Et je pense que nous avons d'expertise aussi à l'international qui commence à être attirés, qui nous contactent pour venir travailler dans le cadre de ce projet-ci. Il faut savoir que le projet de la Cité des sciences est un projet qui est divisé en phases. Il y a une première phase de rénovation sur laquelle nous travaillons. Donc cette phase de rénovation est en cours de livraison dans les délais qui étaient imbriqués de 6 mois, qui seraient au niveau de fin janvier. Et par la suite, nous passons dans une deuxième étape qui est l'étape d'extension, qui permettrait de construire au fait des laboratoires de référence modernes, de les équiper. Et ça, c'est la deuxième phase. Et troisième, c'est une phase d'animation globale du site. La réhabilitation de la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée CECIG s'inscrit ainsi comme un jalon majeur dans la stratégie nationale de renforcement de la recherche scientifique et de l'innovation en Guinée. Grâce à la vision de son Excellence, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, cette cité deviendra un acteur incontournable de la recherche et de l'innovation, contribuant ainsi au développement socio-économique et environnemental du pays, tout en renforçant la position de la Guinée sur la scène scientifique et technologique régionale et internationale. Qualification des agents de l'État, le gouvernement ne lésine pas sur les moyens. À Cancan, 200 cadres intermédiaires de la Haute-Guinée viennent d'être certifiés sur les facettes de l'administration, transfert de compétences assurées par l'Expertise France à travers le projet PAPAP, appui au perfectionnement de l'administration publique. C'est le couronnement de 6 semaines de travaux présidés par le Premier ministre, chef de gouvernement, Mamadi Terna Kamisoko.
En Haute-Guinée, la cérémonie marque une étape importante dans la qualification de l'administration déconcentrée. Le Premier ministre chef du gouvernement préside la clôture de la certification de 200 cadres intermédiaires des régions de Farana et Kankan. Lancé le 27 octobre dernier, après 6 semaines de formation intense, les résultats sont au-delà des attentes, avec plus de 90% des taux de réussite. Une nouvelle Guinée est possible depuis le 5 septembre 2021. La refondation de l'État est en marche. La formation des cadres est au cœur de cette refondation. Nous avons une tête de doléance au ministère du Travail et de la fonction publique. Valoriser les résultats de la formation dans le but de stimuler le processus du changement dans l'administration guinéenne. Permettre aux bénéficiaires l'obtention des stages pratiques et perfectionnement à l'étranger. Kankan rejoint ainsi la région des Zérékoré dans ce projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique PAPAP. Le programme initié par le ministère du Travail et de la fonction publique est soutenu par l'Agence française de développement AFD à travers Expertise France. Avec un taux de réussite de 99,5%, nous pouvons nous féliciter de cette réussite sans appel et sans équivoque. Au cours de cette session, vous avez été outillés dans des domaines cruciaux tels que la gestion administrative et financière, les valeurs du service public, le management des ressources humaines, les techniques de communication administrative, l'éthique et la déontologie professionnelle. Ces compétences nouvellement acquises ne sont pas seulement des outils pour améliorer vos performances personnelles, mais elles représentent également une pierre angulaire dans la construction d'un État plus efficace et plus inclusif. Le PAPAP se fixe pour objectif de préparer l'agent public d'aujourd'hui et de demain. Déjà, au niveau du gouvernement guinéen, incarné par le Premier ministre Amadou Ouriba, des dispositions sont prises dans le cadre de la valorisation de ces administrateurs qui acceptent de se former. La raison d'être de l'administration publique, la raison d'être de conférer des pouvoirs à des hommes et des femmes, c'est de mieux servir la population. Et de ce point de vue, on ne peut mieux servir la population que si on fait preuve d'écoute et d'humilité. Ça nous permet d'éviter des erreurs et d'être en mesure à tout moment de se remettre en cause pour avancer et pour mieux avancer. Tous ceux qui ont bénéficié des bourses, vous serez suivis régulièrement à tous les niveaux, que ce soit à Conakry, que ce soit à l'intérieur du pays. L'étape de Kankan a connu la participation de nombreuses femmes et des personnes à mobilité réduite, ce qui démontre l'attachement de ces cadres à la formation continue. Dans les prochains jours, Kindia et l'AB seront au rendez-vous de cet ambitieux programme de qualification de l'administration publique. Projet de loi de finances initiale 2024, après la présentation du document, place aux travaux en commission. À tour de rôle, les chefs de département accompagnés de leurs cadres défendent leur budget, un des exercices de la mission régalienne de contrôle de l'action gouvernementale. Ce soir, le passage de 3 ministères, l'enseignement technique, la fonction publique et la pêche. Abdoulaye Diallo, compte rendu. Face aux conseillers nationaux, les ministres de la République et leurs cadres se succèdent pour défendre leur budget sectoriel. Dans ce face-à-face qui a duré 3 heures, par exemple, la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a présenté tout d'abord le bilan des activités avant de dérouler les projets prioritaires de son département. Si dans ce projet, le budget 2025 dédié à son département est revu à la baisse, Aminata Kaba a fait comprendre que cette baisse pourrait affecter l'exécution de certains projets et programmes du département. À ce titre, plusieurs réformes sont déjà en cours au niveau de notre système d'enseignement, notamment la nécessité d'avoir tous les programmes en approche par compétences, qui aujourd'hui quand même est une méthode assez coûteuse qui demande un certain nombre d'équipements, d'infrastructures, mais nouvelles recrues pour cette année. On a eu quand même 1030 personnes recrues sur 1900 demandes au niveau de l'enseignement technique, pour combler le déficit de personnel enseignant. De l'autre côté, c'est le ministre de la fonction publique, accompagné de certains cadres de son département, qui présente les résultats des activités de 2024. Des activités qui sont marquées par la mise en place du projet FUGAS, dont la création a facilité l'exfiltration d'environ
25 000 fonctionnaires du fichier de la fonction publique. Au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale également, le ministre du Travail et de la fonction publique a annoncé la prise en charge de plus de 2000 fonctionnaires de l'État. Nous avons sollicité auprès des conseillers nationaux de la transition leur appui, leur soutien pour permettre à notre ministère, qui doit jouer un rôle central dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du programme Simandou 2040, à travers les chantiers de réforme de l'administration publique, la modernisation de la gestion de la fonction publique, la modernisation du système d'administration du travail, le renforcement du système national de protection sociale. Donc tous ces chantiers, leur mise en œuvre demande des ressources. Fatima Kamara et ses cadres du département de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie maritime se prêtent au même exercice. Il s'agit d'échanger autour des priorités en vue de revoir à la hausse l'enveloppe dédiée à son département. Les conseillers ont eu à évaluer un peu le budget et ont constaté quelques faiblesses au niveau du titre 5, mais ont apprécié en termes de redevances la contribution de la pêche dans le budget de l'État. De leur côté, les conseillers nationaux ont formulé plusieurs recommandations aux différents départements. Il s'agit par exemple pour le ministère du Travail et de la fonction publique, le recrutement des enseignants, du personnel de la santé à l'intérieur du pays, le renforcement des capacités des travailleurs de l'État à travers la formation continue. Ils ont également encouragé la construction de l'École nationale de l'administration et la mise en place d'un système de contrôle des travailleurs de l'État. Au pays de la nation arc-en-ciel, l'Afrique du Sud, le ministre Maurice Sanda déroule son agenda. Ce sont plusieurs activités en marge de la récente inauguration de l'ambassade de Guinée à Pretoria. Il a eu à échanger avec l'un des plus grands groupes d'hommes d'affaires sud-africains désireux d'investir en Guinée. Makemed Nzo nous fait le point. Ce groupe d'hommes d'affaires sud-africains est intéressé par les opportunités qu'offre la Guinée. Ils sont notamment séduits par le programme Simandou et souhaitent y prendre part. En les rencontrant cet après-midi, le chef de la diplomatie guinéenne leur explique cette vision du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Un exposé au terme duquel ces investisseurs évoluant dans plusieurs domaines comme l'éducation, l'agriculture, les infrastructures ou encore les transports ont manifesté un intéressant équivoque. Dr Maurice Sanda Kouyaté a aussi rencontré la forte communauté guinéenne vivant dans cette juridiction diplomatique. Un moment d'échange autour de la refondation en cours dans le pays. Simandou 2040. Mais Dubaï, vous partez tous à Dubaï. Tout le monde, nous allons à Dubaï. Les Américains vont à Dubaï. Les Français vont à Dubaï. Les Japonais, Dubaï. Mais Dubaï c'était quoi? Il y a 50 ans. Dubaï c'était quoi? Du sable. Sable. Rien. Rien. 50 ans. Mais la volonté, la vision, ceux qu'ils ont trouvé sous la terre, le pétrole et le gaz, ils l'ont sorti, ils l'ont transformé et ils l'ont mis à la disposition des populations. Avec Simandou 2040, le président veut sortir le fer, l'alumine, qui sont là sous la terre, les mettre à la disposition des Guinéens pour faire de la Guinée un paradis, comme nous le disons. C'est notre paradis. Mais vous êtes tous invités à le faire. Il n'y a pas de demi-Guinéens. Il n'y a pas de super Guinéens. Nous sommes tous égaux. Chacun de nous. Et face à ce programme, vous pouvez vous lever demain pour venir participer. Pour que dans les 15 premières années, que la Guinée soit aussi notre Dubaï, que ce soit notre paradis comme nous le voulons. Un échange au cours duquel le chef de la diplomatie guinéenne a répondu à toutes les questions sans tabou. La refondation, le développement infrastructurel, tous les sujets sont abordés par le ministre des Affaires étrangères. 2025, on va avoir les élections présidentielles, les élections législatives, et puis à la base, vous tous, vous serez consultés, vous tous, vous êtes des Guinéens, vous êtes sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas un qui est plus guinéen que l'autre. Mais il y en a qui veulent qu'on mette les noms des gens dans la Constitution. Vous êtes en Afrique du Sud ici.
le président Nelson Mandela, c'est le plus grand homme du J, mais son nom n'est pas dans la Constitution. C'est le peuple. Voilà. Aucun nom, aucune femme ne peut remplacer le peuple pour figurer dans la Constitution. Mais là qui disent déjà, non, il faut mettre les noms de certains. La Constitution dit au départ, tous les Guinéens sont égaux. C'est ça, la première phrase. Après le reste, on fait ça. Il y en a qui disent, tout le monde, nous sommes tous sur le même pied d'égalité, nous sommes tous égaux, mais il faut mettre dans la Constitution, sauf Mamadi Doumbouya, lui, il n'est pas comme nous, il ne doit pas être candidat à quoi que ce soit. Mettez ça dans la Constitution. Ah, quand même. On ne peut pas mettre le nom d'une personne, on ne peut pas exclure une personne. C'est ça. Ce qui nous intéresse d'abord, c'est la cohésion nationale. Avoir une constitution, faire des élections transparentes. À la suite de ces rencontres, le prix Nelson Mandela a été invité par la Fondation Nelson Mandela. La délégation guinéenne a fait une immersion dans les œuvres de Madiba à travers une visite guidée. L'autre temps fort de ce séjour est la visite à une autre fondation, celle du président Thabo Mbeki. Une visite riche en émotions et en découvertes. À Conakry, célébration de la 64e fête nationale du Burkina. C'était le 11 décembre dernier pour la commémoration de l'accession à l'indépendance, un contexte marqué par la lutte contre le terrorisme n'empêche de débattre sur le patriotisme et une recommandation des autorités du Faso. Mangamouri Touré pour plus de détails. C'est une fête célébrée cette année dans la sobriété par la communauté burkinabé de Guinée. Malgré les défis du terrorisme auxquels le pays des hommes intègres fait face, la communauté est toujours restée unie et solidaire. L'engagement, le patriotisme et la fierté d'appartenance sont les maîtres mots de la rencontre. Et pour cela, le président de l'association des Burkinabés de Guinée demande à la communauté de donner le bon exemple pour faciliter son intégration en Guinée. Nous appelons tous nos compatriotes à être intègres partout où ils sont, dans leur quartier, dans leur vie, dans leur lieu de travail, partout où un Burkinabé est là, il doit être patriote. C'est pour cela que nous avons appelé tous nos frères, nos compatriotes à l'unisson et à observer ce patriotisme. Les Burkinabés de Guinée, on a récolté 2 millions de francs CFA avec un lot de vêtements qu'on a rapatrié au Burkina pour donner comme notre contribution. Des milliers de ressortissants burkinabés vivent en Guinée et évoluent dans plusieurs domaines d'activité. Ils apprécient l'hospitalité du peuple de Guinée et se sentent en Guinée comme au Burkina Faso. C'est une manifestation de joie. Nous pensons aussi à ce qui se passe présentement dans notre pays. Quand tu viens dans un pays où tu n'es plus ce soir, et tu dois voir comment les gens vivent dans ce pays. Je peux dire qu'aujourd'hui, moi je suis fier d'être guinéen, quoi qu'il soit burkinabé. Parce que j'ai travaillé en Guinée pendant 33 ans à l'ambassade de France où j'ai pris ma retraite. Le vrai burkinabé, c'est quelqu'un qui travaille honnêtement, qui gagne sa vie honnêtement, sans contour, sans avoir des zigzags. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille, il vit de son salaire et qui n'aime pas être dans les réseaux mafieux. Cette fête en communauté est une preuve de l'attachement des ressortissants burkinabés à leur patrie d'origine. Loin du pays, ils entendent contribuer au développement de leur nation tout en restant reconnaissants à la Guinée, leur pays d'accueil. Reportage de Manga Fodé Touré. Un bel exemple de coopération scientifique, ça se passe entre l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia et celle de Varsovie en Pologne. Il est essentiellement question de promouvoir la recherche scientifique, autre piste non négligeable, la mobilité des étudiants et la co-construction en ligne des programmes d'enseignement. Mounir Bari, Quintessence. Cet autre protocole d'accord traduit l'engagement de la Guinée à travers les autorités universitaires de l'Université de Symphonia de redynamiser la coopération scientifique internationale. Objectif, travailler en symbiose dans la co-construction des programmes d'enseignement et promouvoir la mobilité des étudiants et enseignants-chercheurs entre Conakry
et Varsovie. Depuis qu'ils sont arrivés, nous sommes en activité très intense de construction sur le développement du contenu de cette convention. Ils ont fait un premier jour de travail ici et un deuxième jour auprès des autorités, des ministères et de leurs collaborateurs pour montrer que ce que nous faisons, on a besoin de l'accompagnement institutionnel et diplomatique, de l'accompagnement des autorités au plus haut niveau pour que nous puissions engager des coopérations académiques et scientifiques avec impact sur le développement économique et social. Plusieurs paramètres dans le secteur de l'éducation et de la qualification du système d'enseignement supérieur du pays sont pris en compte. Nous sommes en Guinée pour poursuivre la coopération académique entre la Pologne et la Guinée. L'idée générale de cette coopération est axée sur le partage d'expériences et redynamiser nos relations. Après plusieurs rencontres, nous avons constaté que nous avons plein de choses à se partager, des informations, des expériences et les bonnes pratiques. Avec le projet de construction imminente d'une université régionale qui va répondre à toutes les commodités dans l'enceinte de l'université, l'occasion a été mise à profit pour parler d'infrastructures annexes et d'équipements comme les laboratoires. Secteur du numérique, ensuite, encourage l'éclosion des talents. Je vous le disais, un peu plus haut, un concours Grand Prix est organisé. Cette première édition récompense les projets et les start-up qui proposent des solutions à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Sona Sagnon. La finale de la première édition du concours Grand Prix de l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique, de la technologie et de l'information. Ce concours vient récompenser les projets créatifs portés par des jeunes talents. Il propose des solutions à partir des technologies de l'information et de la communication dans des secteurs tels que l'agriculture, la santé, l'éducation et le développement durable. Nous vivons dans un monde où tout est pratiquement connecté. Donc les jeunes qui sont là, qui ont de l'innovation, qui ont des compétences, n'ont pas suffisamment de moyens. Donc l'objectif ici, c'est de les découvrir, les accompagner, afin qu'ils puissent mettre des solutions aux besoins de notre pays. Vous avez vu par exemple le projet Simandou 2040. Dans le projet Simandou 2040, vous avez 5 piliers. Donc tous les projets, les 10 projets qui ont été retenus lors de ce Grand Prix, sont tous alignés ici aux axes Simandou 2040. Je crois que ce prix vient combler un vide que nous avions au niveau du ministère de la Jeunesse. Si vous remarquez, les entreprises de technologie, ils ont beaucoup plus besoin de fonds. Et nous sommes sûrs que l'année prochaine, les montants seront encore plus élevés pour permettre aux start-up de démarrer et de continuer la recherche dans le domaine de la technologie qui demande beaucoup plus de fonds. 10 projets de catégorie recherche start-up de jeunes entrepreneurs ont été primés. Les finalistes ont compétit pour bénéficier du soutien financier de 200 millions de francs guinéens et d'accompagnement technique d'une valeur de 250 millions de francs guinéens avec des partenaires comme EAE et Orange Guinée. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer un écosystème qui va être favorable à notre développement. Nous savons que la vision dans le programme Simandou est de faire du numérique un moteur de croissance sur tous les axes. On veut que ça soit le numérique qui soit un moteur d'accélération de croissance. La ministre Rose Paula Prismou a souligné que ces distinctions symbolisent la reconnaissance pour le travail remarquable des lauréats et marquent aussi un nouveau départ vers des performances encore plus exceptionnelles. Initiative à encourager. Politique nationale de l'information et de la communication. L'élaboration du document favorise des échanges. La rencontre a pris fin à Conakry. Des amendements sont faits pour enrichir le document. Les professionnels de la communication saluent la démarche. Les autorités du département de l'information sont encouragées. Amadou Bailo Bari. Nous sommes au terme de 48 heures de réflexion et d'échanges prévus pour l'élaboration du document de la politique nationale de l'information et de la communication. Les hommes de médias se félicitent et estiment que toutes les propositions faites et les amendements seront pris en considération. Aujourd'hui, nous avons un document que nous pourrons travailler au fur et à mesure. Nous sommes dans une vision, dans la mesure où le Simandou 2040 est un projet d'envergure nationale. Il est important que nous ayons une certaine politique, en tout cas en termes d'information et de communication. Nous avions quand même pu avoir la chance d'avoir un consultant
qui a pu faire le tour de tout ce qui doit se faire. Donc ça nous a rapidement permis de faire le tour et de faire le diagnostic et trouver des solutions, proposer des solutions pour le futur. Par ailleurs, selon les professionnels de la communication, ce document pourrait être un véritable catalyseur dans la mesure où il tient compte de tous les secteurs du développement national. Que ce soit les médias publics, les médias privés, que ce soit les autres secteurs de l'information, mettre tout ceci dans un cadre de gouvernance approprié avec les mécanismes appropriés là-dessus, ça ne pourra que booster la communication dans notre pays. Nous avons pu avoir l'appui technique et financier du PNUD pour recruter le consulat M. William, donc avec lequel nous avons travaillé également depuis qu'il est venu en Guinée pour identifier tout ce qu'il faut pour que cette politique soit mise en œuvre, qu'elle soit effective. Revenant sur les grandes lignes de ce document, qui sont les axes stratégiques, le consultant dit avoir noté toutes les recommandations. La conclusion de ces échanges, c'est que tout le monde a compris la nécessité de faire du secteur de l'information et de la communication un levier de développement socio-économique. Avec le programme Simandou 2040, ce document va servir d'un tremplin dynamique dans la modernisation des différents canaux de communication publique et privée pour booster le développement national. Par ailleurs, santé communautaire, le nombre d'apprenants ne cesse de croître, une manière de lutter contre les déficits de soins en milieu rural, un défi que compte relever l'école de santé de Nabaya. La transmission des connaissances demeure certaine, l'initiative est soutenue par la structure Santé Intégrée. Djamokaba, depuis Kankan. L'école de santé communautaire de Kankan, entièrement rénovée à la satisfaction des apprenants et encadreurs. L'établissement offre désormais des conditions d'apprentissage améliorées pour assurer le suivi des programmes. Il y a de cela près de 52 ans qu'on évoluait dans les empreintes de l'hôpital. Mais aujourd'hui, avec cette rénovation, nous pouvons dire partout que nous avons une école de santé type qui peut accueillir bon nombre d'élèves. Avant, nos conditions d'études étaient un peu compliquées. On nous regroupait dans les salles de classe pour étudier. Maintenant, avec ces 3 salles de classe, on espère avoir les meilleures conditions d'études. En offrant aux apprenants cet environnement propice à l'acquisition de connaissances et de compétences, l'ONG Santé Intégrée pose un nouveau jalon pour promouvoir la santé communautaire. Et les travaux effectués ont porté sur 3 salles de classe et que nous avons réhabilitées, et ainsi qu'une direction. Dans le cadre de notre convention avec le ministère de la Santé et d'une manière générale avec le gouvernement guinéen, nous avons décidé d'apporter une assistance technique et financière dans le domaine de la santé. Et un de ces volets d'assistance, c'est vraiment de renforcer les capacités techniques et financières des partenaires de mise en œuvre de notre programme que nous appelons le programme de renforcement du système de santé à base communautaire. Les travaux de rénovation de cet édifice viennent corriger les soucis de pléthore dans les salles de classe. Autre avantage, l'augmentation du nombre d'élèves en santé communautaire pour lutter efficacement contre le désert médical en milieu rural. Facilitation de l'arbitrage social, c'est la ligne choisie par la nouvelle équipe dirigeante de l'Inspection générale du travail. Elle s'attelle à la mise en œuvre des différentes réformes en la matière. Objectif recherché, apaiser l'atmosphère sociale. Marwan Kamara développe. Relevant du ministère de la fonction publique, l'inspection du travail est chargée de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de travail. Une mission de contrôle et de médiation que la nouvelle équipe dirigeante a placée comme une priorité dans le secteur privé et mixte en Guinée. Une nouvelle équipe avec de nouvelles ambitions. Déjà, des actions sont prévues pour poursuivre des réformes dans le secteur. Nous voulons démocratiser l'arbitrage social. Nous voulons permettre à tout le monde de pouvoir rentrer en contact, en tout cas tous ceux qui ont besoin, de pouvoir rentrer en contact avec l'Inspection générale du travail pour pouvoir bénéficier de nos services. Les difficultés que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est que, comme je l'ai décliné tantôt, dans notre mission, il y a la conciliation, il y a le conseil, il y a aussi le contrôle. Sauf que le règlement des conflits est en train de prendre une place énorme dans ce que nous sommes censés faire.
par jour. La partie conseil, elle est en train d'être réduite au profit de la partie règlement de conflit. C'est très bien. Il y a des personnes qui vont directement au tribunal du travail, chose qui n'est pas interdite. Il y a des personnes qui viennent chez nous. Nous parlons de la justice des faits. Si vous décidez, par exemple, d'établir un rapport de confiance avec votre employé, c'est très bien. Vous prenez des décisions qui ne sont pas documentées, des décisions qui sont verbales, c'est bien. Mais sauf qu'en cas de conflit, une décision qui a été verbale, qui n'a aucune traçabilité, n'aura pas de poids dans les faits qui nous seront exposés. C'est ceux qui pourront apporter des preuves aux faits et aux décisions, c'est eux qui auront certainement la décision en leur faveur. Donc nous allons interpréter la législation du travail, mais nous ne serons basés que exclusivement sur les faits. Pour mener à bien sa mission d'utilité publique, l'inspection du travail se base sur une démarche réformatrice axée sur l'obligation des résultats. Le souhait que nous avons aujourd'hui, c'est que l'inspection soit plus proche des populations, plus proche des travailleurs. Comme vous le savez, les conflits sociaux sont plus récurrents à l'intérieur du pays et aussi, pourquoi pas dans le secteur informel. Donc il faudrait aussi aller vers le secteur informel pour voir comment les formaliser, comment les appuyer, comment les conseiller pour mieux garantir leur intérêt. Donc ce que nous attendons de l'inspection générale du travail, c'est du renouveau, d'être plus proche des travailleurs, plus à l'écoute des travailleurs et des employés pour que le climat social soit apaisé. Au sommet de la pyramide administrative, les autorités s'évertuent à tout mettre en œuvre pour satisfaire les attentes afin d'améliorer l'atmosphère au niveau du monde du travail. En ma qualité de ministre du Travail, j'ai pour vision de faire de l'inspection générale du travail un véritable levier d'amélioration de la performance de notre administration du travail. Parce que l'inspection, dans ses missions régaliennes, veille au respect, au contrôle du respect de l'application des dispositions législatives, réglementaires, mais également des normes internationales du travail en milieu professionnel en République de Guinée. C'est pour cela, ma vision est de faire en sorte qu'en République de Guinée, notre inspection puisse devenir performante, et plus performante que par le passé. Cela doit se traduire par des actions de compétences techniques des inspecteurs et des contrôleurs. L'inspection du travail joue un rôle clé dans la protection des salariés et le respect des règles de santé et sécurité en entreprise. Là-dessus, il est grand temps de mettre en place des mécanismes pour une amélioration continue des conditions de vie des travailleurs en Guinée. Nous envisageons de digitaliser d'abord le fonctionnement et le processus du travail. C'est d'ailleurs pourquoi on a tenu aujourd'hui à rencontrer les DRH pour nous permettre, nos partenaires sociaux, de collaborer plus facilement et dans les contrôles au travail, de nos agents sur le terrain et aussi nos services déconcentrés. Les régionaux et les communaux qui sont surtout très fréquents sur le terrain. Donc notre première initiative est la formation et aussi essayer d'entraîner tout le monde. Ces réformes devront permettre d'asseoir une relation de confiance, de transparence et de dialogue entre les employeurs et les travailleurs dans les secteurs privés et mixtes en Guinée. Et puis, l'ANAFIC s'inscrit dans une logique d'occupation territoriale. Toutes les régions du pays sont concernées par la construction des sièges. L'Agence nationale de financement des collectivités se veut plus proche des bénéficiaires de ces différents programmes. Première étape, Kindia, la ville des agrumes, 5 mois seulement pour finaliser les travaux. Falilou Diallo, Fanalabaya Kamara, confirmation. C'est parti pour les travaux de construction du nouveau siège régional de l'Agence nationale de financement des collectivités à Kindia. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'État avec un délai d'exécution des travaux prévu pour 5 mois. Il y a des bâtiments qui se lancent mais qui ne sont pas achevés et nous pouvons vous rassurer que dans le cadre de l'ANAFIC, tous les bâtiments seront réalisés dans un délai contractuel de 5 mois et le jour de l'inauguration, je pense que nous serons beaucoup plus en train de faire des discours que des commentaires.
Cette opération va s'étendre dans toutes les régions administratives du pays. Kindia constitue la première étape, l'idée de rapprocher les Cet ambitieux programme 20 000 emplois pour les jeunes dans le secteur privé, l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi mobilise ses partenaires. Un accord est paraphé entre l'AGIP et Enabel, un appui technique en direction des encadreurs. Ali Badara Kondé. C'est une signature de convention de partenariat entre l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi AGIP et l'agence belge de développement Enabel. Cet accord permet de renforcer les capacités de l'AGIP pour qu'elle puisse mieux accompagner les jeunes dans leur recherche d'emploi. C'est une convention très importante qui lie l'agence belge de développement à l'agence AGIP pour toute une série d'actions qui vont permettre de renforcer l'AGIP dans sa mission et qui par ailleurs remplissent également les objectifs du projet Payet, projet pour lequel nous venons ici, projet Payet FP qui est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Enabel. Il y aura tout un volet autour du renforcement de capacité, mais également en termes de renforcement, en termes de matériel. Il y aura également un appui au niveau des ce qu'on appelle les contrats aidés. C'est un dispositif qui permet aussi de faciliter, via des mesures incitatives, les entreprises, de mobiliser, d'accueillir des jeunes. On aura également tout un volet pour que l'AGIP aille également dans les centres de formation, parce qu'on considère, nous à Enabel, que l'insertion se travaille dès le début et donc dès l'entrée en formation. Cet accord opérationnel s'étend sur une durée de 36 mois. Il permet aussi de diagnostiquer les besoins en renforcement des capacités et équipements des agences. À travers cette convention, il est prévu non seulement un renforcement de capacités pour les travailleurs de l'AGIP, notamment les conseillers à l'emploi. Il est prévu également un partage d'expérience avec l'ANAPEC du côté du Maroc, mais également le service public d'emploi du côté de la Belgique. Cet accord vise aussi à accompagner plus de 250 jeunes issus de l'enseignement technique pour leur insertion, mais aussi dans l'organisation des voyages d'études en Belgique et au Maroc. Le programme Femmes actives de la CEDEAO profite à la Guinée. Pendant ce temps, le pays tente d'améliorer son positionnement en termes de protection des droits fondamentaux. À Conakry, un colloque international a planché sur la problématique, l'occasion de remonter le cours de l'histoire depuis 2010, une véritable expertise sur l'état des droits fondamentaux dans la sous-région ouest-africaine. Marwan Kamara. Ce colloque international réunit des experts nationaux, internationaux, des enseignants-chercheurs et des étudiants. Au centre de cette manifestation scientifique, la protection des droits fondamentaux dans l'espace CEDEAO, état des lieux depuis 2010. Le programme est porté par la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Kofi Annan de Guinée. C'est pour lier la théorie que nous faisons en classe avec nos étudiants qu'on a essayé d'organiser ce colloque-là, pour mettre en pratique à partir de nos conférenciers qui sont venus de 8 pays africains et pour les permettre de poser des questions, des vraies problématiques de notre société actuelle. Durant des jours, ces thématiques cruciales et actuelles abordées ont donné lieu à des réflexions pour examiner les avancées et les défis liés à la protection des droits fondamentaux dans les pays membres de la CEDEAO. Cette activité universitaire au sein de la faculté des sciences juridiques et politiques se situe à un niveau où les enseignants et les étudiants peuvent en profiter. C'est extrêmement important pour les étudiants d'avoir d'autres intervenants différents de leurs enseignants et cela leur permettra d'avoir plus d'informations par rapport au contenu des enseignements. Cette activité scientifique a permis de vulgariser les connaissances sur les mécanismes juridiques des droits humains au sein de la communauté universitaire. Ce colloque est une valeur ajoutée pour moi puisque souvent nous discutons de ces thématiques-là pendant les cours et recevoir des professionnels du domaine donner leur pertinent avis sur la question ne peut être qu'en plus. Dès sa première édition, ce colloque a connu des journées d'intenses échanges académiques. Cette plateforme de partage d'expériences intergénérationnelles contribuera à redynamiser la recherche scientifique pour une meilleure protection des droits fondamentaux.
Opération coup de balai à Ratoma Dispensaire, les jeunes se mobilisent, plusieurs espaces publics sont rendus propres avec l'accompagnement du PDG de Sogibek. Il fait désormais de l'assainissement de ce quartier une préoccupation telle que souhaitée par le chef de l'État dans sa vision de salubrité publique. Kernos Mandialo. Conakry Ville Propre, une opération récemment lancée par le chef de l'État qui trouve un écho favorable au quartier Ratoma Dispensaire. La jeunesse mobilisée autour du PDG de Sogibek affiche sa détermination à améliorer le cadre de vie. Les principales rues et les structures de santé publique sont débarrassées d'immondices. Nous sommes tous là aujourd'hui parce que nous avons vu le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, la semaine passée. Donc aujourd'hui, on s'est mobilisé dans ce quartier de Ratoma Dispensaire pour faire le même exemple comme le président de la République. Donc je fais un appel à tous les citoyens de Guinée de faire pareil. Tout simplement, merci à mes braves femmes. Et aujourd'hui, je suis très contente d'elle, franchement. Et à mon frère Bakary Diaby, merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour la jeunesse. Je sais que le quartier Ratoma Dispensaire sera propre, Inch'Allah. Le ton est donné. Ratoma Dispensaire compte se positionner parmi les zones au cadre de vie agréable avec une jeunesse engagée qui peut désormais compter sur le soutien continu du PDG de Sogibek, choisi comme parrain du tout nouveau conseil de quartier. C'est une initiative très salutaire. Comme Ratoma Dispensaire est composé de 6 secteurs, donc chaque dimanche, on se mobilise, nous allons tous dans un secteur pour aller assainir à tour de rôle. Quand vous entendez la santé, d'abord ça commence par la propreté. Donc ce sont des initiatives qu'il faut encourager et appeler à tous les citoyens par rapport au civisme d'abord. Outre l'assainissement, une campagne de sensibilisation est entreprise pour réaliser l'ambition de faire de Ratoma Dispensaire un quartier durablement propre. Assainissement toujours, mais cette innovation qui va sans doute faire boule de neige, une forme de compétition entre les 6 secteurs du quartier Taouya. 10 millions de francs guinéens sont en jeu. Le vainqueur devra mieux prouver en termes de propriété. La nouvelle vision pour le progrès porte le projet. Aboubakar Junior Kamara. À l'image d'un tournoi de football, un tournoi d'assainissement se tient à Taouya, dans la commune de Ratoma. 6 secteurs sont en lice pour décrocher le titre du secteur le plus propre et remporter une enveloppe de 10 millions de francs guinéens. L'objectif est clair, c'est de créer une émulation entre les secteurs pour améliorer le cadre de vie des populations. Dans le but de promouvoir l'action citoyenne et d'aider le président et les autorités de la transition dans la lutte contre l'insalubrité, notre ONG Nouvelle Vision pour le Progrès a organisé une première édition de tournoi d'assainissement intersecteur. Mais c'est de Guinée, ça ne concerne pas seulement que Taouya, c'est de Guinée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays? Une ville propre, c'est une ville saine. Une ville propre, c'est des citoyens en santé. Une ville propre, c'est une ville qui sera une renommée parmi les villes du monde et tout ça. Et l'ONG NVP, Nouvelle Vision pour le Progrès, a pour objectif d'assainir la capitale en organisant pour sa première édition ce tournoi d'assainissement. Ce projet inédit de la capitale bénéficie du soutien des autorités municipales qui saluent l'engagement des initiateurs. Je voudrais saluer l'initiative et dire que nous sommes comblés de joie parce que c'est une première dans la commune que des initiatives viennent des quartiers, surtout à telle période où les autorités concentrent tous les efforts dans le cadre de l'assainissement. Dans cette compétition, chaque chef de secteur joue le rôle de capitaine, mobilisant ses équipes dans un effort collectif. Une approche qui encourage la collaboration entre les responsables et les jeunes, tout en favorisant leur implication dans le processus de développement local. Il y a 3 choses qu'on veut mettre en place. Aujourd'hui, c'est service. Demain, ce serait sensibilisation. Et après, demain, ce serait sanction. Si aujourd'hui, le service est là, on est en train de travailler, demain, c'est sensibiliser les gens, pas seulement que de l'argent, que des 10 millions, mais c'est de sensibiliser les citoyens de Taouya, tout le monde, s'il faut dire, commune de Ratoma, pour ne pas encore salir notre belle commune, notre beau quartier Taouya. Les perspectives de l'ONG Nouvelle Vision pour le Progrès sont grandes. Au-delà de l'assainissement, l'organisation envisage des actions comme le reboisement, la lutte contre la délinquance juvénile, la consommation de la drogue ou les violences basées sur le genre.
À poursuivre, on fonce à Zélékoré pour comprendre à quoi ressemblent les récentes concertations sur la paix avec le réseau WANEP. Il s'agit de venir à bout des conflits récurrents dans la région. L'approche est développée par le projet Wakili Femmes et Engagement. Derrière, on note la main tendue de Catholique Relief Service. Lancé Kamisoko, correspondance. Pour endiguer le phénomène de conflits récurrents dans la région forestière, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix intensifie ses activités. En Zélékoré, les membres du cadre de concertation échangent sur les voies et moyens devant permettre la gestion pacifique des conflits. Appelé Wakili Femmes et Engagement, l'USAID appuie ce projet à travers Catholique Relief Service. Ce projet vient renforcer les efforts du gouvernement dans leur souci de maintien de paix. Alors nous formons les femmes, les jeunes filles et femmes leaders dans le cadre d'intervenir sur les conflits qui sont récurrents dans la zone de Zélékoré. En accompagnant cette initiative, nous espérons avoir une paix durable dans les localités où nous intervenons. Parce que nous croyons au leadership des femmes, dans la résolution pacifique des conflits. Considérés comme le grenier du pays, les acteurs sociaux de la région forestière sont partagés entre engagement et satisfaction des démarches entreprises par l'État et ses partenaires. Dire aux femmes de Zélékoré que les femmes sont les baromètres de la nation et c'est les femmes qui peuvent aider les hommes s'il y a des conflits quelque part, que c'est les femmes qui peuvent aider. Toute ma reconnaissance pour l'appui continu au gouvernement guinéen dans l'amélioration des conditions de vie de la population et l'instauration de la paix durable, gage tout développement. L'événement qui nous réunit aujourd'hui cadre parfaitement avec les idéaux de la paix et de prospérité du chef de l'État. Les conflits domaniaux des eaux et celui autour du choix du patriarche de Zélékoré sont par exemple des préoccupations examinées par les membres du cadre de concertation au cours de cette rencontre. Dans le Sankaran, même son de cloche, la caravane de la paix, une mission conduite par le directeur national des affaires islamiques à Farana. Dans les messages véhiculés, les religieux sont mis à contribution. Moment de prêche certes, mais aussi de retrouvailles des responsables de la Ligue islamique. Ibrahima Oulem Fofana est sur place. À la grande mosquée de Farana, le directeur national des affaires islamiques rencontre les leaders religieux. Cette rencontre qui a mobilisé les acteurs de la Ligue communale, préfectorale et régionale est très significative pour le ministre secrétaire général des affaires religieuses. Elle vise à promouvoir l'entente entre les acteurs de ces secteurs. Monsieur le ministre nous a envoyé à Farana pour venir rencontrer les religieuses dans cette grande mosquée. Inspection régionale, Ligue communale et préfectorale, elle doit avoir cohésion entre eux. Et dans les différentes mosquées aussi, les imams doivent avoir l'attente entre eux pour qu'eux aussi, à leur tour, ils peuvent véhiculer ça dans les mosquées. Parce que tout le souci aujourd'hui de notre président général d'armée, Mamadi Doumbouya, a pour la Guinée, c'est le développement de ce pays-là. Cette caravane de la paix est aussi une occasion pour le directeur national des affaires religieuses d'inviter ses pairs à la sécurisation des lieux de culte, au respect de l'unité des sermons à l'occasion des grandes prières de vendredi. Nous remercions le bon Dieu, ensuite notre président. Aucun développement n'est possible sans la paix. Que Dieu nous évite des conséquences de l'absence de la paix. Ils nous ont trouvés sur ce chemin de la paix. Ils nous ont dit toutes les bonnes paroles allant dans le sens de la promotion de la paix entre les Guinéens. Cette initiative du secrétariat général des affaires religieuses est très saluée et suivie à Farana. Ici, les responsables à tous les niveaux ont promis de la restituer jusque dans les districts et secteurs, avec pour seule ambition promouvoir la paix dans le pays, comme le souhaite le chef de l'État. Quelques heures nous séparent de la remise du Ballon d'Or africain, la plus grande récompense sportive individuelle sur le continent. C'est ce lundi à Marrakech, au Maroc. Parmi les 5 prétendants, le 9 guinéen Serhou Guirassy, potentiel favori, en témoigne ses performances XXL. Djibril Kamara revient sur le parcours de l'attaquant guinéen. Du haut de son mètre 87, Serhou Guirassy, le prolifique attaquant guinéen du Borussia Dortmund, est désormais le potentiel favori pour le Ballon d'Or africain 2024. Avec son ancien club,
L'international guinéen a été le principal artisan de la qualification de Stuttgart à la Ligue des champions européenne. Prêté en septembre 2022 par le Stade Rennais avec option d'achat à 9 millions d'euros, Serhou Guirassy, à l'époque 27 ans, a inscrit 11 buts en 22 matchs. Une performance qui a rassuré le club allemand de Stuttgart, autrefois en difficulté en championnat. Cette année 2024, l'attaquant guinéen Serhou Guirassy est revenu en club avec de nouvelles ambitions, celle de hisser haut Stuttgart en Bundesliga. Un palmarès atypique qui conforte Guirassy dans la course au titre du Ballon d'Or africain. Il le mérite amplement, ses performances individuelles et collectives, que ce soit en club et en équipe nationale, prouvent à suffisance qu'aujourd'hui, il est en pole position et c'est amplement mérité pour remporter cette récompense individuelle majeure. Pour moi, c'est une chance d'avoir Guirassy comme un attaquant, parce qu'il est rare de voir un attaquant aussi complet que lui. Et il en a prouvé lors de la dernière saison dans le championnat à la Bundesliga, où il a marqué une trentaine de buts. Les statistiques individuelles de l'ancien du Stade Rennais plaident dans sa faveur, puisqu'en 28 matchs, Serhou Yadali Guirassy a inscrit 30 buts, toutes compétitions confondues, dont 28 buts en Bundesliga, et devient le meilleur buteur de l'histoire de Stuttgart en une saison, devant Mario Gomez, 24 buts en 2008-2009. Avec ses qualités d'un attaquant complet, Serhou Guirassy est le seul Africain parmi les 11 types d'Europe. Cette saison, il est vraiment parti pour tout casser. C'est ce qu'on est en train de voir. Son début de saison en Bundesliga et surtout ces derniers matchs avec le Sili national, triplé, doublé et attaquant total, capable non seulement de répondre présent dans le registre de l'attaquant de pointe, mais également sa facilité balle au pied, ses techniques. Il est l'un des prétendants pour le Ballon d'Or africain cette année, avec pour moi en concurrence avec le Nigérian Ademola Lookman. Il est de bon ton qu'après Chérif Souleymane en 1972, le peuple guinéen puisse aussi célébrer un de ses fils. Je crois que Serhou Guirassy est sur le bon chemin, est sur la bonne voie. De par sa technicité, sa précision chirurgicale, sa puissance et autres atouts individuels, l'attaquant guinéen a été 8 fois homme du match en Bundesliga. Une performance qui le propulse à la tête des favoris pour le prochain Ballon d'Or africain. En équipe nationale, Serhou Guirassy a activé son compteur de buteur lors des 3e, 4e et 5e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Il a planté 6 buts en 4 matchs. L'actuel attaquant du Borussia Dortmund compte actuellement 18 buts en 21 matchs disputés en club et en équipe nationale et 3 passes décisives. Des statistiques affolantes qui propulsent Serhou Guirassy comme favori pour le Ballon d'Or africain cette année 2024. L'année de la consécration du Goliath d'or guinéen Serhou Yadali Guirassy. Trophée vivement attendu à Conakry. Merci pour l'estime sans cesse renouvelée. Merci surtout à l'ensemble de la rédaction et aux équipes techniques pour la conduite de ces 4 jours d'édition d'information sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.